BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir que de vous retrouver à la radio, à la télé, en audio, en vidéo, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end sur BFM Business, mais sur la chaîne Tech Co aussi, puis sur la chaîne YouTube de Tech Co. Au sommaire de ce De quoi je me mêle, alors on va beaucoup parler des annonces d'Apple que vous avez peut-être suivies chez nous, et puis toute l'actualité tech de ce moment avec Amazon qui pourrait sortir un service télécom, c'est-à-dire Amazon pourrait devenir un opérateur télécom. On va en parler aussi dans un instant. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir sur Twitter. Encore une fois, merci d'être là et c'est parti pour De quoi je me mêle. Voilà, une première partie qui va être un petit peu plus longue que prévu pour évoquer l'actu de la semaine, voire même du mois, voire pourquoi pas de l'année, je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, c'est quand même assez lourd. On va parler de ce masque donc de réalité mixte d'Apple avec Anthony Morel qui est là, bien sûr. Salut Anthony. Salut François. Journaliste à BFM Business. Et puis Damien Licata-Caruso qui nous a rejoint. Salut Damien. Bonjour. Ravi de t'accueillir. Bien, merci de l'accueil. De quoi je me mêle. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a quelques temps de cela, au CES de Las Vegas, je crois, non ? Parce qu'on est comme ça, nous, on est un peu partout, dans De quoi je me mêle, parce que tu es venu dans Tech Co, je m'en souviens. Il est journaliste au Parisien, Damien. Et Damien revient, atterrit là à l'instant. L'hélicoptère vient de se poser à côté des locaux d'Altis. Très pratique. C'est pratique, hein. Oui, l'héliport ici, c'est bien. L'héliport est pratique. J'ai posé mon drone perso. Pour nos VIP, c'est toujours bien. C'est gentil. Oui, parce que en fait, Damien, trêve de plaisanterie, revient de Cupertino, où tu as assisté en fait à la keynote Apple, comme Mélina Davansoulas, qui est journaliste chez nous. Et en plus, tu as testé le Vision Pro pendant 30 minutes et tu vas tout nous raconter. Bien sûr. Tu as encore les marques d'ailleurs. Oui, c'est pas le bronzage, c'est le masque. Je plaisante, il est parfait, Damien. Bon, Anthony. Des marques, et c'est le journée du Wall Street Journal, je crois. Ils ont fait un article là-dessus pour dire le masque a laissé des traces sur mon front, je te jure. Il a un peu trop serré la sangle. Il a trop serré, probablement. Mais bon. Ou alors il était trop maquillé, je ne sais pas. Aussi. Mais c'est pour dire le niveau. Il y a eu des articles sur vraiment chaque détail du casque. C'est vraiment c'est ça qui est clair. Il tient chaud. Oh, surprenant, il tient chaud. Ah bon, un casque électronique vraiment. Alors on a vécu ça bien sûr en direct chez nous, sur toute la plateforme Tech Co, à la fois sur la chaîne Tech Co, sur le site, mais aussi sur BFM Business avec un Tech Co spécial. Anthony, c'était passionnant, on a vécu une grande soirée avec beaucoup d'informations, parfois un peu contradictoires, parfois on est très, très enthousiaste, et parfois on se dit ça marchera jamais, mais enfin c'est ça qui est top quand on découvre ça un produit. En tout cas c'est ça, on a eu un vrai moment de tech et de découverte, c'est-à-dire qu'on a eu cette keynote qui était quand même très longue, pendant 1 heure, on s'est un peu ennuyé, faut pas se mentir non plus, tu vois, les nouveaux widgets sur iOS 17, bon c'est sympa, mais bon c'est pas ça qu'on attendait en fait, voilà, en plus la conférence elle est pour les développeurs, donc forcément le discours de la première partie il est vraiment pour séduire les développeurs et pour les amener à continuer à travailler sur iOS. Et bon, très bien, mais bon, pour nous, c'était un petit peu moins intéressant. Et quand on a eu le One More Thing, qui est un truc iconique évidemment, on n'avait pas eu depuis des années d'ailleurs, le One More Thing. Là, on savait qu'il y avait un truc réellement nouveau qui était en train d'arriver, et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus du voyage, puisqu'on a eu cette présentation du casque qu'on attendait. On avait beau avoir déjà beaucoup d'informations en amont. Oui, il y avait toujours ce petit suspense. Il y avait quand même ce petit suspense. On se demandait, moi je voyais les gens dans le chat qui étaient oh non, mais c'est mort, il le présentera jamais. C'était une espèce de roller coaster émotionnel pendant toute la course. On a eu l'impression qu'on allait revivre la même keynote que l'an dernier, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une montée comme ça en pression, et puis à la fin. Allez, gros bisous, au revoir. Tout. Ah ben merci, au revoir, à la prochaine. Allez, les petits fours. On n'est pas venu pour ça, nous, attends. Reste ici 2 secondes, Tim. Et finalement, on est arrivé sur cette présentation-là, et il y a eu un grand mouvement. Comment tu sentais ce truc-là On était quasiment sûr que cette fois-ci, elle serait la bonne. Il restait plus qu'à rentrer dans le sujet. Non, pas spécialement, mais on était dans une montée en pression sur les annonces, sur les fuites. On savait quasiment tout, finalement, à part le nom, qui nous a surpris parce qu'on aurait pu avoir, il y a eu pendant quelques temps plusieurs rumeurs qui ont circulé, mais c'est vrai qu'on savait quasiment tout. On savait que ça allait ressembler plus ou moins à un masque de ski, on savait que ça allait être un produit un peu indépendant et qu'il allait avoir un potentiel, et puis le prix surtout, on savait que ça allait être autour des $3,000. On n'a pas été déçus sur ça. Oui, ça coûtait plus cher que ce qu'on avait imaginé, en tout cas que les rumeurs expliquaient. Il y a une chose intéressante aussi dans ce casque, c'est tout le vocabulaire autour. Donc il y a Vision Pro, l'informatique spatiale. À aucun moment Apple n'a parlé de métavers.
Alors exactement, il y a 2 mots qui n'ont pas été prononcés, c'est casque et métavers. Ouais. C'est étonnant, c'est-à-dire que c'est bien pour dire aussi qu'ils proposent un produit qui est, selon en tout cas, diamétralement opposé ou différent de ce que propose Meta. L'univers de Meta, c'est de dire on a des casques et on va vous proposer un univers virtuel dans lequel vous pourrez vivre une deuxième vie parallèle qui s'appelle le métavers. Et Apple dit non, nous, c'est pas un casque, c'est un ordinateur spatial. Ça ressemble quand même beaucoup à un casque, on va pas se mentir. Oui. Mais, et ils n'ont pas prononcé effectivement ce mot de métavers, mais ils ont présenté un certain nombre d'expériences qu'on pourra réaliser en réalité mixte. Donc, alors, tu vas nous en parler parce que toi, tu as eu l'occasion de les tester, mais ce qu'on voyait en tout cas sur les vidéos de démonstration, c'était, alors on en a eu plusieurs, mais par exemple, une personne qui va projeter dans son champ de vision un écran géant pour regarder un film, comme s'il était au cinéma. On va pouvoir avoir une vue d'un bureau virtuel avec 2, 3, 4, 5 écrans autour de soi, la possibilité d'avoir son interlocuteur en FaceTime. Enfin voilà, ils imaginent un certain nombre d'expériences, mais il n'y a pas ce côté métavers, c'est-à-dire un monde virtuel dans lequel on aurait une interaction en permanence avec des gens. Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. On a fait du coup la démonstration. À un moment, on a interagi avec une personne, un persona, c'est l'espèce d'avatar virtuel qu'ils mettent en place pour communiquer comme si on faisait une réunion, comme si on faisait une interview. Et je fais la blague, je dis on vient de basculer dans le metaverse. Il y a eu un rire un peu gêné, disons, de l'employé d'Apple de l'autre côté qui a dit non, on n'est pas du tout dans ça. Non, merci. Voilà, tu vois, le mot metaverse c'est complètement banni. Il y a plusieurs mots bannis dans l'univers Apple. Maintenant, c'est le amazing classique et le metaverse. C'est drôle, ça, mais fascinant. Mais ouais. En fait. Tout le travail de wording qu'il doit avoir chez Apple, les mots interdits, les phrases, on va dire, toutes préparées, etc. Et cela dit, après, l'informatique spatiale, c'est pas mal, je trouve. Oui, c'est malin. C'est malin. Enfin, c'est en même temps. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas prononcer. Alors, métavers, je comprends parce que c'est vraiment. Voilà, et puis c'est méta. Oui, mais casque ou masque. Je veux dire, un masque ou un casque, c'est vraiment un masque. Tu vois, ils imaginent ça en fait comme une espèce de MacBook qu'on aurait devant les yeux. Du coup, ça serait plus un objet informatique pur. Ça serait quelque chose à part, un standalone device, quelque chose qui peut fonctionner par soi-même. C'est-à-dire qu'ils ne poussent pas justement l'isolement de la VR, etc. C'est vraiment un nouveau produit qui permet, grâce à un système très perfectionné de projection, de remplacer plusieurs produits. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Parce que oui, on peut même s'imaginer que d'ici quelques années, ça remplace notre MacBook, l'iPad, toutes les choses qu'on peut emmener en voyage par exemple. Une télé. Après, il faudrait que ce soit suffisamment au point pour qu'il y ait les mêmes applications, on va pas faire du traitement de texte sur ce genre de choses. Peut-être qu'on le fera, peut-être qu'on utilisera Siri en disant compose-moi quelque chose, et avec l'intelligence artificielle, on arrivera à quelque chose aussi. Alors moi j'ai un petit une petite réserve par rapport à ça, qui est effectivement le discours qu'a tenu Apple pendant sa conférence, aussi pour justifier le prix. En mode, de toute façon, c'est pas si cher, 3500, parce que ça remplace ton ordinateur, ta télé, peut-être demain ton smartphone, pourquoi pas. Moi, j'ai un peu de mal à y croire. Je pense que, comme souvent dans la technologie, c'est un objet qui ne va pas se substituer aux autres, mais qui va se superposer aux autres. C'est-à-dire que tu auras peut-être un casque un ordinateur spatial, mais tu auras à côté de ça ton ordinateur, parce que comme tu le dis très bien, je pense qu'il y a plein d'applications pour lesquelles l'ordinateur, ça restera plus pratique. La télé, je pense pas que ça remplacera la télé. C'est-à-dire que tu veux regarder un film en famille sur le canapé, tu vas acheter 4 casques et on va tous regarder le film dans notre casque. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc on aura quand même une télé. Donc cet argument de dire ça va tout remplacer, moi j'y crois pas tellement. Damien, alors rappelons que tu étais à Cupertino. Raconte-nous un peu comment ça se passe. On te convoque, on dit voilà, vous allez tester ce masque. Donc tu es seul dans une pièce. J'arrive en fait, donc j'ai une heure très précise. On m'emmène dans un endroit un petit peu plus isolé sur le campus d'Apple, Apple Park. Et là, j'ai d'abord un premier rendez-vous chez l'ophtalmo. Alors, donc je ne porte plus de lunettes, mais on me dit en gros, vous allez voir cette dame-là, elle va vous faire un test. Vous avez les lunettes, vous avez une correction? Non, ok, bon. Mais il y a plein de gens qui arrivent avec des lunettes. On leur prend leurs lunettes, on les fait passer sur une machine pour mesurer la correction vraiment. Très, très précisément, et ensuite après on va leur dire écoutez, on va vous mettre cette correction là et on va vous créer des lentilles spéciales, et quand on arrive dans la salle de démonstration, les lentilles vous attendent et on vous les met sur le casque afin d'avoir la meilleure expérience. C'était 10 minutes avant peut-être. Et tu mets parce qu'ils appelaient ça des implants optiques, mais des inserts optiques, je crois, dans la conférence. Je les ai pas vus, j'en avais pas besoin, mais en gros c'était des espèces de grosses lentilles qui rajoutent en fait qui vont greffer sur le casque, qui permettent en fait d'avoir la meilleure expérience possible. En parallèle de ça, juste avant, on fait un test des formes du visage pour que le casque tienne bien. D'accord. Et on fait aussi le test qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle les AirPods Pro pour le son spatial. Ah oui, d'accord. Donc on va mesurer nos oreilles où elles sont. Donc il y a toute une préparation, un rituel, on va dire. C'est ultra customisé, évidemment. Là, on arrive, on veut la meilleure expérience tout de suite. En prise de sang aussi.
Non, oui, non, quand même pas. J'ai signé un non-disclosure agreement qui disait je peux pas en parler. Je peux pas en parler. Voilà. Ah, vous êtes au positif, je suis désolé, vous pouvez pas tester le masque parce que ça ne marche pas bien. L'expérience n'est pas totalement amazing. Bon, alors, on plaisante. Du coup, ensuite, on rentre dans cette salle, 2 personnes nous attendent et on enfile le masque, on l'ajuste bien correctement. D'ailleurs, il y a une petite différence entre les mock-ups, les maquettes qu'on a pu voir en démonstration la veille et aussi sur les vidéos promotionnelles. Il y a une sangle en plus qui fait du coup ressembler le masque, vous l'appelez comme vous voulez, beaucoup plus aux Oculus Quest en fait. Qui était différencié avant de il y a une sangle en fait qui est une question de confort et simplement. Qui est très pratique parce qu'il permet à la fois de maintenir le masque et de l'ajuster. On l'ajuste bien et puis on part dans un univers virtuel. Alors, tu as testé quoi? Vas-y, dis-nous pour les expériences. Il y a plusieurs choses. Mais juste ta première sensation quand tu mets ce masque, est-ce que tu es bluffé par la qualité? Parce qu'en fait, ils mettent vraiment en avant la qualité des petits écrans qui sont 4K, c'est même plus que de la 4K, il y a je sais pas combien de dizaines de millions de pixels. J'ai l'impression d'être collé à une belle télé, donc sans avoir forcément l'effet de la migraine. Tu vois les pixels, Non, c'est extrêmement propre. Très pur finalement comme et donc comme image. Tu vois, alors juste pour expliquer, parce que en fait tu vois ce qu'il y a dans ton champ de vision, c'est-à-dire que les caméras reproduisent dans les écrans ce qu'il y a autour de toi. Avec un petit effet, c'est comme si je regardais à travers une vitre par exemple, mais c'est très net, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose devant moi. D'accord, ça m'enlève pas, c'est pas transparent. C'est pas parfait, c'est pas translucide au point de te dire. Il y a un problème physique dans tout ça, mais c'est quand même limpide quand même. Je vois tout devant, mon interlocuteur je le vois plus encore. Plus impressionnant que les autres expériences de masque que tu as pu faire. Honnêtement, oui, j'ai essayé l'Oculus, le Quest Pro il n'y a pas si longtemps et j'ai pas eu le même. C'était le top, mais qui est un peu moins cher, et j'ai pas eu ce ressenti-là. C'est vrai qu'il y a quand même une montée en gamme par rapport à ça dans l'expérience et que c'est extrêmement propre en fait. Est-ce que la démo était scriptée, c'est-à-dire que tu pouvais faire ce que tu voulais? Non, alors on avait toutes les étapes. Ils montraient les fonctionnalités qu'ils voulaient montrer, évidemment. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Déjà, on rentre dans la salle, on n'a pas le droit de prendre de photos ni de vidéos. On laisse son smartphone à l'extérieur, évidemment. On ne peut pas prendre des notes sur l'expérience, donc on garde tout ça en tête. Et c'est extrêmement scripté. On dit, bon, alors vous allez là, vous allez là. Ce qui est le plus important au début, c'est de faire le tracking des yeux. On rentre dans l'expérience, en fait, on va regarder les petits signaux lumineux. Regardez ici, on fait 2 fois le tour. Et ça permet ensuite d'apprendre comment notre regard se dirige. Et c'est extrêmement important parce que le regard, ça devient la souris, comme sur un ordinateur. Incroyable. On va regarder ici, on va dire, je vais cliquer ici, et comment je clique. Donc l'interface, c'est les yeux. C'est les yeux et les mains. Et du coup, alors là, la première interface que tu as, c'est quoi? Parce que donc tu vois le monde réel autour de toi. On a l'impression d'être sur un iPhone, sur un iPad. On a devant nous des icônes qui sont les applications. On rentre dans l'expérience comme ça. Donc je vais regarder mon premier icône, je regarde en haut à gauche, et dès que j'ai sélectionné, je claque des doigts et ça ouvre l'application, ça la lance. Donc on lance différentes. On a testé plusieurs choses. On a testé de la vidéo avec Apple TV. On a testé à envoyer des messages. On a testé cette fameuse réunion qui n'est pas dans le metaverse mais qui ressemble beaucoup, où on va dialoguer avec quelqu'un qui est virtualisé, qui ressemble à un petit avatar. Sur l'expérience vidéo, là, c'est vrai que quand on regarde la vidéo promotionnelle, c'est hyper spectaculaire. Tu as vraiment l'impression que tu es au cinéma et que tu as un écran géant qui s'affiche en face de toi. Ça donne vraiment ce sentiment-là. Ça marche d'autant plus quand on fait l'expérience avec un film comme Avatar en 3D. Je l'avais vu au cinéma avec les lunettes, voilà. C'était le même ressenti. Après, ça reste une vidéo promotionnelle. Ils nous montrent ce qu'ils veulent bien nous montrer, évidemment. Mais est-ce que tu peux envisager, Damien, avec ce masque, de te regarder un film de 2 heures, par exemple? Non. Au bout d'une demi-heure, plus de batterie. Déjà, oui. Non, mais admettons, au bout d'Avatar, c'est 2 heures l'autonomie. Non, mais attends, si le branches sur le secteur, tu sais, t'es sur dans ton avion, dans ton train, peut-être, mais il a le problème finalement de tous les casques actuels, c'est à un moment il tient chaud, simplement. Il est lourd, même s'ils ont quand même déporté la batterie pour l'avoir dans ta poche, et du coup ça enlève un peu du poids sur la tête. Mais quand même, c'est pas naturel en fait de porter quelque chose. Comme on va peut-être évoquer de mauvais souvenirs, mais c'était pas naturel de mettre un masque avant le Covid. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de. Bien sûr. De mettre qui n'est pas naturel, qui perturbe nos sens, on va dire. Ouais, on n'a pas l'habitude d'avoir quelque chose sur le front, tout simplement. Je pense que du coup, alors, avant que tu nous racontes la suite de l'expérience, mais ça montre aussi bien que, comme souvent chez Apple, ce produit, je pense, c'est une V1. Mais bien sûr, vraiment, c'est je dirais presque que c'est un brouillon. Ouais, c'est ça, exactement. Un prototype, un concept car. Sans être péjoratif ou quoi, parce que c'est un produit qui a l'air incroyable et tout ça, mais je pense qu'il a encore des limites. Et comme tu le dis très bien, ça va être difficile d'aller au-delà de ses limites. C'est-à-dire que regarder un film de 3 heures avec un truc sur la tête, même s'ils ont miniaturisé au maximum, t'auras
pas forcément envie de le faire. La batterie déportée, c'est quand même un très gros bémol. C'est-à-dire que franchement, avoir ce truc que tu trimbales à la taille, ou sinon, il faut te brancher sur secteur. Enfin, se brancher sur secteur avec un appareil que tu payes $3 500, ça paraît inconcevable. Donc je pense que d'ici 2, 3, 5 ans, combien de temps il va falloir pour encore plus miniaturiser et avoir un appareil qui ressemble plus peut-être à une paire de lunettes, à quelque chose de très léger et pour lequel on n'aurait pas besoin d'une batterie déportée. Il y aura toujours le problème de l'autonomie. Il y aura toujours le problème de l'autonomie. Ou alors il va falloir vraiment faire des batteries, il va falloir améliorer sur les batteries. À moins qu'il y ait une révolution d'énergie qui nous permette d'avoir plus de stockage. Mais enfin bon. Donc, qu'est-ce que tu as pu tester comme expérience en fait ? J'ai pu tester donc tout ce qui était film et ensuite à la fin ce qui est le plus captivant, ce que j'ai retenu, c'est une petite vidéo promotionnelle qui nous montre vers quoi on va. Par exemple, on se retrouve au premier rang d'un match de basketball, mais on est vraiment sous le panier. Donc en fait, on va pouvoir plonger dans des univers, dans des matchs de foot, dans des opéras, dans plein de vraiment l'immersion qu'on pourrait imaginer en 2-3 ans et c'est assez fascinant ça. Et bluffant. Ça donne vraiment envie. Et je suis sorti de l'expérience et je me suis dit, je reprends l'avion là, je l'aurais bien emmené avec moi. C'est vrai ? Ouais, d'accord. Honnêtement. Quelle est ta posture par rapport à la VR avant le test de ce produit ? Est-ce que tu es pro VR ? Est-ce que tu te dis, parce que nous, c'est vrai que chaque fois, il y en a qui disent ouais, non, ça marchera jamais, c'est vraiment un truc bullshit. Il y en a qui disent non, moi j'y crois, etc. Ça fait des débats parfois un peu animés. Toi, tu étais dans quel team ? J'ai bien apprécié de jouer à certains jeux en VR. Après, le problème de la VR, c'est que ça isole et qu'il y a... En fait, c'est purement individuel et que des moments, c'est problématique parce qu'on s'isole du monde, on ne communique plus avec les gens qui sont à côté de nous. Donc si je fais ça depuis mon canapé, tranquillement, je suis tout seul, ok. Mais si ça me coupe de mon monde extérieur, comme les jeux vidéo peuvent le faire aussi parfois, ça pose problème quand même la VR. Là, ils ont trouvé un compromis. Je vois encore un peu le monde extérieur. Je n'oublie pas complètement les gens qui sont autour de moi, mais quand même, je suis bien dans un univers. C'est important de voir le monde extérieur, tu crois ? Moi, je pense que oui. Et effectivement, je pense qu'Apple a fait beaucoup d'efforts pour pas qu'on les critique sur ce point-là, mais ils ont quand même été pas mal critiqués. Moi, je vais sur les réseaux parce que tu vois, ce casque, même si, alors il y a ce système très malin. Tu as peut-être fait l'expérience là où visiblement, quand quelqu'un s'approche de toi alors que tu portes le casque, il passe en mode transparent. D'ailleurs, ils nous font l'expérience. Évidemment, les deux personnes qui sont à côté de nous nous disent regardez-nous d'un coup. Et en fait, on les regarde. C'est comme si je regardais François et ils vont apparaître en surbrillance ou en pointillé. En fait, on voit qu'ils sont encore là. Il y a une espèce d'ombre qui apparaît. D'accord. Et on sait qu'ils sont là. Parce que tu peux pas les oublier. Tu peux régler le niveau d'immersion. Ouais. Tu peux avoir une immersion totale. Il y a une petite molette, là je peux avoir une immersion totale où là je pars dans une expérience type Quest, voilà, où je suis complètement perdu dans comme le Quest Pro. Voilà, exactement. Ou sinon, et avec cette petite molette, tu ouvres, c'est comme si tu ouvrais des volets quoi en quelque sorte. Voilà, c'est comme si j'ouvre la fenêtre et j'ai ma vitre sur le monde extérieur. C'est pas mal ça. C'est pas mal, ouais. Et la personne en face de toi, du coup, alors ça c'est assez malin parce que grâce à des caméras qui sont à l'intérieur en fait du casque, filme ton visage et on redonne une retranscription à l'extérieur du casque pour les gens qui sont à l'extérieur. Malheureusement, ça, on n'a pas pu l'expérimenter parce qu'on n'a même pas pu prendre des photos ou des vidéos de l'extérieur, donc je sais pas. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, est-ce que c'est vrai ? Donc, je ne pourrais pas le dire parce que j'ai pas vu quelqu'un porter le casque autre que moi. Et je sais pas aussi si les gens entendent moi ce que je suis en train d'écouter. Parce qu'il y a quand même des haut-parleurs qui m'ont l'air assez forts. Et les gens d'Apple me disent non, on ne savait pas ce que tu étais en train de regarder. Ah bon ? Quand même, ça me savait assez fort. Donc soit ils ont réussi quand même à isoler le signal audio pour avec que je un sois son le seul, directif, ce qui est possible. Il y a plein de lunettes qui les font. Il y a des lunettes connectées où on peut écouter de la musique sans que les autres nous entendent. Avec de la conduction osseuse notamment. Notamment. Et là, mais là ils n'en ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé de conduction osseuse. Le son impressionnant, la spatialisation du son. Du coup, c'est un peu comme les AirPods ou c'est différent comme expérience ? C'est un peu comme des AirPods. On n'est pas complètement isolé du monde extérieur. Pareil, on n'est pas allé vers la réduction du bruit active non plus, donc on a un bon son. Et la question que je me posais, c'est de savoir si les gens autour de moi peuvent l'entendre. Ça, parce que ça peut être perturbant. Je prends l'avion, je suis à côté de quelqu'un, je n'ai pas envie d'écouter le film comme lui. Sur le côté isolement, là, il y a un élément assez intéressant, c'est que c'est la première fois dans une présentation de produits Apple que le patron d'Apple, ou que personne d'autre d'ailleurs, ne pose avec l'appareil en question. C'est-à-dire que pour l'iPhone, l'iPad, tous les Macs, etc., les iPods, je monte l'iPhone, je monte l'iPad. Ils font une petite démo, etc. Là, il n'y a aucune image de Tim Cook portant le casque.
portant, non, mais par contre, typiquement, il va, de manière traditionnelle, il va dans la démo zone où les journalistes ont accès au casque. Il est à côté. Il se prend en photo à côté, oui. Il se prend en photo à côté, avec le casque. L'image restera, mais il le porte pas. Il le porte pas. Donc, est-ce que, tu vois, après, on peut imaginer plein de choses, mais est-ce que c'est justement pour pas donner lieu, tu vois, à des mèmes sur Internet où on le verrait, alors soit avec des gros yeux dessus. Je pense que c'est anticipé, et c'est au cas où, si ça finit en crash industriel, pour pas que ça reste l'image d'un échec d'Apple. Et moi, je pense qu'il a aussi l'image en tête. Vous vous souvenez tous de Zuckerberg, au Mobile World Congress de Las Vegas, de Barcelone, qui se trimballe avec son casque VR. Enfin, tous les journalistes ont un casque VR et lui arrive dans la salle. Et il y a ce truc où, en fait, tu as une image incroyable, cette photo. Incroyable, cette photo, et complètement je pense qu'il veut éviter l'image de gourou. Exactement. Et du coup, ne pas être marqué comme ça, parce que Apple, évidemment, va prendre à chaque fois le contre-pied de Meta. Donc, c'est logique. Juste une petite question. Est-ce que dans ta démo qui a duré une demi-heure, je crois à peu près, c'est ça, est-ce qu'il y avait l'informatique spatiale, justement? Est-ce que à un moment... les claviers projetés, les écrans projetés, voilà. Ouais. Est-ce que d'un coup tu te retrouvais avec un environnement de travail? Je pouvais créer plusieurs écrans. Ils m'ont dit allez-y, prenez en main le casque, ouvrez plusieurs fenêtres. Donc j'allais là, j'ouvrais Safari, j'ouvrais mes emails. C'est intuitif? Et ensuite, oui, très intuitif. Honnêtement. C'est iOS, après c'est un peu dur parce que j'ai quand même l'habitude d'utiliser ce genre d'appareil. Donc est-ce que le grand public pourra se l'approprier aussi facilement? Je ne sais pas, mais en tout cas, on prend les deux doigts et ensuite on va bouger des cases, comme si on utilisait une souris finalement. C'est le même réflexe qu'une souris. Donc je vais mettre un écran ici, je mets un autre là, je mets un autre là. Je peux en ouvrir, c'est pas 360 degrés, mais je pense que je peux en ouvrir 4 peut-être, avec différentes fonctions. Je peux garder un œil sur mes notes, je peux garder un œil sur mes emails qui arrivent, et je peux aussi... mais t'as pas essayé de taper quelque chose, du texte, des choses comme ça? Non. Voilà, parce que c'est ça aussi. Ni enclencher Siri, ni faire une recherche avec Siri, ça fait pas partie de l'expérience qu'ils nous proposent. Sur l'expérience, là, sur la demi-heure que tu as passée avec le casque, c'est quoi le truc qui t'a le plus bluffé? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit « Ah ouais, quand même, ça le fait ». La démo de la fin avec le basket. C'est vraiment la netteté des images, et en fait ça commence comme une vidéo promo. On se retrouve dans un studio avec Alicia Keys, là en face de nous, comme ça on a l'impression de... Voilà, je dis, salut Alicia. Salut Alicia. Salut, bonjour, okay, c'est Damien. C'est sur privé, sympa. Parce qu'elle était vraiment en face. Hein. Oui, bien sûr. Les autres journalistes, ils avaient Beyoncé, on pouvait choisir Scott, en fait, tu choisissais. J'ai oublié de vous dire, on pouvait choisir l'entrée. Moi j'ai pris Alicia Keys, voilà. Chacun le sien, bon. Et on rentre dans cet univers-là, je dis, wow, c'est quand même pas mal. Et puis on enchaîne, on va vers un match de foot où la caméra est placée juste au-dessus des cages, donc on a une vue incroyable. En fait, on a le meilleur siège possible et imaginable, sans bouger de chez soi. Donc c'est quand même la belle promesse. Après, il y aura des problèmes de droit, il y aura des problèmes qui vont entrer en ligne de compte, mais enfin, rien que la prouesse technique est là. Est-ce que tu as croisé les développeurs? Est-ce que vous avez pu échanger avec tous les développeurs qui sont là lors de la WWDC? C'est compartimenté, malheureusement. Parce que j'aimerais bien avoir leur ressenti. Oui, est-ce qu'ils sont motivés avec ce type de produit? Ils se disent ok, on va mettre le paquet parce qu'on y croit, on suit Apple, ou est-ce qu'il y a quand même des réticences? Parce que c'est ça qui va être la clé de la réussite de ce truc. Le premier ressenti, on l'a entendu quand ils ont annoncé le prix. Il y a eu une espèce de brouhaha dans l'audience. On se dit, oula, ils n'ont pas l'air très contents quand même. Ils se disent, ok. Oui, parce qu'en général, quand il y a des réactions, c'est ouais, c'est génial, amazing, etc. Et là, c'était autant sur le One More Thing, ils étaient en folie, mais sur le prix, il y a eu un ok, bon, alors on va commencer à travailler sur ça. Peut-être qu'on va se focaliser encore quelques années sur iOS 17 pour assurer nos arrières, mais c'est quand même dangereux. T'as raison de dire que c'est dangereux. Ouais, bien sûr. Parce que là, le truc, c'est s'ils en vendent, tu vois, 200 000, ça va pas suffire. Les prédictions sur 150 000 la première année, en fonction de tout ce que les fournisseurs asiatiques ont pu fabriquer jusqu'à présent. Donc, après, ça leur suffit, ça se trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'Apple, là, pour la première année, la deuxième année, ils s'en foutent totalement. Oui, c'est un brouillon, comme tu disais. Ça fait des années qu'ils sont là-dessus. C'est un marathon. Voilà, ils ont appuyé sur un bouton. Ils se disent ok, on va respirer bien fort, on est parti pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec un nouveau truc. On lance quelque chose, une aventure, on ne sait pas trop où on va aller.
d'après tout ce qu'on voit, d'après la technologie, parce que c'est ça, moi, qui doit être formidable, c'est des gars qui arrivent à imaginer ce que sera le futur, mais pas de la science-fiction. Se dire, ben voilà, au vu de l'innovation technologique, en 2035, on pourra avoir ce qu'on fait aujourd'hui, ça pèsera 25 grammes, ça sera petit comme ça, parce qu'on est allé voir Qualcomm, parce qu'on est allé voir les constructeurs d'écrans et tout ça, ça doit être génial quand même. Absolument, parce qu'ils doivent avoir des roadmaps, c'est obligé. De toute façon, on sait déjà, il y a déjà des rumeurs comme quoi quand on connaît Tim Cook qui gère sa boîte en bon père de famille, bien sûr. Je pense qu'ils ont minimisé les risques au maximum. On sait qu'ils bossent déjà sur des versions qui seront plus légères, moins encombrantes. Après, le truc, c'est que tu dis ils s'en foutent. Je suis pas si sûr que ça. En fait, il y a l'enjeu du côté en bourse quand même. Donc ils s'en foutent, mais c'est pas ça qui va leur faire gagner de l'argent tout de suite. Tu vois, ils peuvent mettre ça de côté, monter en puissance, un peu comme l'Apple Watch finalement. Ça c'est vrai. Mais sauf que là, tu pars avec un produit qui est pricé à $3 500 dès le départ. Et en fait, je pense que ce truc, c'est que. Mais il fallait bien commencer par quelque chose. Mais sauf que oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord avec ça. C'est pas pour nous ce truc-là. Je suis d'accord avec toi. Mais simplement 3500. Apple, le problème, c'est que ils peuvent pas se brader. C'est-à-dire que s'ils sortent un produit à 3500. Si dans 2 ans ils sortent un autre produit de la même gamme à 2000, on dira Apple c'est pas possible, c'est pas dans leur ADN si tu veux. Ouais, mais regarde par exemple l'Apple Watch. T'avais une Apple Watch à 15 000 balles quand elle était sortie. Ouais, mais c'était quoi? C'était Hermès, machin et tout ça. Mais ils se sont plantés. Ils ont vu que ça marchait pas. Et puis au début il y avait très peu de fonctions santé finalement sur cette Apple Watch. Ils ont pivoté. Aujourd'hui, alors c'est pas un succès monstrueux l'Apple Watch, mais bon, c'est la montre la plus vendue dans le monde, malgré tout. Enfin, en tout cas, pour le marché de l'horlogerie connectée, c'est une vraie réussite. Et puis ça bouscule tout le monde. Donc peut-être que l'intention du casque, c'est de dynamiser le marché, c'est que Meta, ils se remettent en question, que d'autres marques émergent, mais ce que Google sorte un masque et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que ce produit-là, personne ne l'aura. Il lance un concept, il lance une direction. En se disant, nous, on imagine que dans 5 ans, 10 ans, cette informatique spatiale sera, on va dire, grand public, sera démocratisée. On en est loin, mais il faut bien qu'on appuie sur le bouton à un moment précis, parce que le jour où tout sera prêt, il faut qu'on ait déjà tout un écosystème de prêt pour qu'on puisse entraîner les gens. Oui, mais pourquoi si cher? Ils veulent quand même gagner de l'argent avec, parce qu'ils auraient pu le mettre à moins cher. Tu vois, je regardais, là, il y avait des estimations d'analystes. Alors c'est toujours un peu au doigt mouillé parce qu'on n'a pas encore toute la liste de tous les composants. Mais les mecs disaient qu'en gros, à produire, il doit coûter autour de $1 500. Après, il faut ajouter les coûts de R&D, il faut ajouter du marketing, évidemment. Peut-être tu vas arriver à 2000, 2005. En tout cas, ils vont faire une grosse marge dessus, si tu veux. Ils vont marger plus que sur un iPhone, par exemple. Ils vont gagner plus d'argent. Vous êtes sûr de ça? T'es sûr de ça? Sur chaque produit individuellement. Un produit que tu vends à 3500, c'est évident qu'ils vont, peut-être pas en pourcentage, mais en valeur absolue, ils vont marcher plus que sur un iPhone. Ça répond aux deux enjeux. Oui, mais s'ils avaient voulu en faire juste un pari, genre on lance le truc et puis on voit ce que ça donne, ils auraient pu aussi faire le pari de dire on va le lancer, on va réduire nos marges au maximum, on va le vendre quasiment au prix où on le produit, et ensuite on voit si ça prend dans le grand public. Mais non, là ils ont décidé quand même d'en faire un produit commercial sur lequel ils vont faire une marge, quoi, clairement. Ouais, après ils peuvent. 3500, on parle, juste pour préciser, parce qu'on dit $3 500, c'est le prix hors TVA aux États-Unis, hors accessoires. Alors quand ils disent hors accessoires, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Je pense que les inserts, ils les ajoutent. Mais la batterie, par exemple, ça fait partie, c'est du pack. On est d'accord. Bon, enfin bon, ça fait quand même un prix. En Europe, ce sera probablement autour de 4 000 €, donc au minimum. Parce qu'en plus, il y a la taxe copie privée, il ne faut pas l'oublier, qui rajoute encore, et sur 4 000 balles, tu dois la sentir passer. Donc à mon avis, on est plus à 4 500. Mais est-ce que en chaussant ce truc-là, tu te dis... Ouais, ça vaut $3 500. Est-ce que tu te dis, ok, vu la comment dirais-je, la claque technologique que je me prends, ça vaut ce prix-là ou pas? Quand on regarde la finition, tout le potentiel, oui. Mais en l'état actuel, tant qu'il n'y a pas une application qui fera la différence, je vois pas l'usage en fait. Moi, je me dis, c'est bien, mais c'est des applications que j'ai déjà sur un iPhone, sur un iPad, sur un MacBook. Je les connais bien, c'est sympa, ça me permet de changer de perspective parce que j'ai devant les yeux et que c'est très propre. Mais il n'y a pas une app qui fait la différence à me dire je vais vouloir le porter tous les jours. Il n'y a pas encore ce petit truc, ce petit détail, la killer app qui va faire la différence. C'est là que les développeurs sont hyper importants, quoi. Et c'est pour ça aussi que la présentation a été faite à la WWDC, parce qu'il s'agit de séduire les développeurs, de leur dire venez développer chez nous, créer ces killer apps. Et je suis sûr que il y en aura. Ils vont trouver un moyen détourné peut-être de créer peut-être des early adapters en mode on vous fait un prix spécial, mais vous emparez du casque, vous nous sortez une application. Mais bien sûr, je pense qu'il y aura ça en effet. Et puis ils doivent faire miroiter quand même le business, c'est-à-dire que
faites l'aventure avec nous, commencez avec nous, vous verrez, dans quelques années, ça sera comme l'iPhone. Il faut regarder. Et il y a des développeurs qui ont gagné des milliards avec l'iPhone. Donc, je pense qu'ils doivent aussi dire, regardez, inspirez-vous de ce qu'on a fait avec l'iPhone et l'App Store et l'Apple Store. Je pense qu'on peut arriver à faire pareil avec ça, mais ça ne sera pas tout de suite. Il y a je ne sais plus combien de millions d'applications sur l'App Store. Maintenant, comment on arrive à se différencier ? Peut-être que les gens qui en ont marre de faire une petite application qui ne trouve pas son public vont basculer directement sur Vision OS et vont créer l'application qui va tout déchirer, et peut-être qu'ils vont s'en sortir comme ça aussi, ça motive d'être les premiers. Et puis il y a aussi, alors on parlait du grand public, mais il y a aussi le public professionnel qui va être intéressant, je pense, pour Apple dans un premier temps, parce que c'est les entreprises, et notamment les grandes entreprises, qui ont les moyens de se payer ce genre d'outils et qui vont peut-être aussi en avoir les premiers usages. On parle de télétravail, de visioconférence augmentée, ça c'est des choses qui vont être hyper intéressantes. Je vois bien des boîtes comme Accenture, tu vois, ou des grandes entreprises du CAC 40 qui, ne serait-ce que pour montrer, tu vois, leurs nouvelles recrues, que voilà, elles sont dans le move, qu'elles ont de la technologie dernier cri et tout ça, qui vont tester ce genre de choses. Là, je pense qu'il y a pour Apple, là déjà, tu as de quoi en vendre quelques dizaines de milliers des casques. C'était la même stratégie que du Quest Pro, en fait, c'est d'avoir des early adopters, des gens qui l'emmènent au bureau, qui le montrent à leurs collègues et qui disent regardez, c'est super, et dans quelques années que les collègues en achètent, et au fur et à mesure que ça va conquérir toute la famille. C'est ça aussi la stratégie. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que Apple a quand même une base de fanboy qui est impressionnante. Ouais. C'est ça. Mais il faut qu'ils aient les moyens. Là. Pour le coup, il y a des gens je suis d'accord, évidemment. Mais bien sûr, nous, on ne mettra jamais ce prix-là. Mais il y a combien de gens qui ont un pouvoir d'achat hyper élevé, qui sont fans d'Apple, qui parfois même vont faire des économies de dingue sur plein d'autres choses de leur vie pour s'offrir un iPhone, un Mac, etc. Il y a plein de gens qui vont rentrer là-dedans. Je pense que s'ils l'avaient vendu à la sortie de la keynote, je pense que la moitié des développeurs présents auraient payé tout de suite Ruby sur Rails. En fait, Apple, c'est leur métier aussi, c'est normal. C'est ce public-là en même temps qu'ils visent. Tu sais, je pense qu'il y a une espèce, il y a toujours cette aura un peu magique d'Apple. Il y a plein de gens qui ont l'impression qu'ils font partie d'une espèce de club, de trucs. Et tu verras que le jour où sortira ce masque, on aura des ventes qui seront au-delà de nos attentes, parce qu'il y a plein de. Finalement, ça représentera peut-être 1 pour 1000 ou 10 000, mais il y a des gens qui ont les moyens de s'offrir ce type de choses et qui vont vouloir être au début de l'histoire de ce type de produit. Je rappelle toujours cette anecdote, tu sais, où ils avaient fait des neuropsychologues avaient passé des tests à des fans d'Apple. Tu sais, en leur montrant, ils leur font passer un IRM, ils leur montrent des images d'iPhone, et les zones du cerveau qui sont stimulées, c'est les mêmes que quand tu montres des images de Dieu à un croyant. Donc tu as vraiment ce truc, quand tu parlais de club fermé, on pourrait presque parler de religion, en extrapolant un petit peu, mais oui, tu as ce côté-là, je suis d'accord. La petite différence quand même par rapport à un iPhone ou à un Mac, c'est que les gens... alors, tu as toujours des gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, ils en auront rien à faire. Il y en a beaucoup, des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup. Dans l'absolu, oui, tu as raison. Il y a en vendre quelques millions. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de 150 000 produits vendus, mais à l'échelle mondiale, je suis d'accord. Il y a beaucoup plus que 150 000 personnes qui peuvent s'offrir ce type d'appareil, même s'il était à $10 000. Bien sûr, mais par rapport à un iPhone ou à un Mac, où le budget est important, mais moins important, les gens en plus ont ce petit truc où ils peuvent moins se culpabiliser en se disant non mais bon là j'en ai besoin si j'achète pas un iPhone, j'achèterai un autre smartphone, alors que là c'est une nouvelle catégorie de produits dont tu peux très bien te passer, et voilà, là tu dois faire le pas de lâcher 4 000 € pour acheter un truc dont tu n'as pas foncièrement besoin. Donc, sûr, mais il y a plein de gens qui seront obsolètes dans un an. Exactement. C'est ça qui est terrible, c'est comme l'Apple Watch, la première Apple Watch, ça aussi c'était débile, parce que tu mettais 15 000 balles dans un truc, l'année d'après tu avais une montre qui était 2 fois plus puissante. Surtout pour une montre qui est un objet les montres de luxe, c'est des objets de collection que tu es censé garder toute ta vie. Voilà, mais ça c'était à l'époque de Jonathan Ive. Est-ce que à l'issue ou avant, tu as rencontré des porte-paroles de chez Apple à qui tu pouvais poser des questions, ou tout est tellement scripté chez eux, dès que tu lèves le doigt, on dit merci beaucoup. Après la démo, on est sorti, on a eu l'occasion d'échanger avec un des chefs de projet de ce casque, et on lui a posé plein de questions évidemment sur comment ils en étaient arrivés là, et il nous explique en fait que eux, ils sont donc dans la recherche de changer le monde de l'informatique avec ce genre d'expérience. En toute simplicité. En toute simplicité, voilà, autant bien faire les choses et les faire en grand. Et il nous explique en fait comment ils ont cheminé et comment ils ont réussi à créer, par exemple, tout simplement la navigation, comme j'expliquais tout à l'heure, avec les yeux, en claquant des doigts. Ils nous dit qu'ils ont voulu faire quelque chose d'extrêmement intuitif. Et en parallèle de ça, j'ai lu ensuite sur Twitter quelqu'un qui a été derrière le projet aussi, qui a expliqué qu'ils avaient utilisé beaucoup les neurosciences pour prédire, en fait, parce qu'il
un mot qu'on n'a pas trop entendu, une expression qu'on n'a pas trop entendue pendant la keynote, c'est intelligence artificielle. Ouais. Mais en fait, il y en a de partout, et il y en a notamment dans ce casque. Parce que le casque va anticiper où nos regards vont se porter. Et sélectionner la bonne matière à cliquer. Et ben en fait, ils ont utilisé de la neuroscience pour anticiper ça, pour prédire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose dont on ne nous parle pas encore, mais ça fait partie de la très grande force du casque. Bon. Voilà, on va bien voir où tout ça nous mène, mais on a envie de tester en tout cas. On est un peu jaloux de toi là. Ouais, c'est vrai. J'avoue, et puis à mon avis, on n'est pas prêt de le tester. C'est un peu dur à expliquer. Enfin, nous en France, parce que parce que sorti aux États-Unis, il faut rappeler, début de l'année prochaine aux États-Unis, mais pas en France. Et on parle début 2024, mais on est plutôt sur mars, avril 2024. On n'est pas sur. Les livraisons sont prévues en tout cas. Et donc, dans le meilleur des cas, ça serait dans fin 2024 pour la France. Enfin, on n'a même pas d'idée, mais ça pourrait un peu avant quand même. On pourra toujours en ramener, je pense. Il y a toujours des gens qui feront tu pourras en ramener, bien sûr, et qui seront un peu les rois de la place parce qu'ils l'auront évidemment en exclusivité. Un peu comme en 2007, on revenait avec notre premier iPhone qu'on avait acheté. Mais tu sais, je pense qu'il va y avoir aussi ce côté. Le marqueur social. Mais exactement. Moi, je pense que, alors, dans le métro, tu n'auras peut-être pas des gens avec leur casque, mais dans l'avion, par exemple, ça peut faire son petit effet quand même. Tu sors ton casque alors que les autres sont sur leur petit écran là. Ouais. Là, c'est pas mal. C'est la classe. Ça, c'est la classe. Et juste un mot pour dire, pour finir là-dessus, mais Apple, c'est vrai qu'on les a beaucoup critiqués ces dernières années sur le côté, ça ronronne un peu, ils tentent pas des nouvelles choses, etc. Là, au moins, voilà, on a un nouveau produit, une tentative. Ils nous ferment notre caquet. Ouais, exactement. Mais c'est ce qu'on attendait. Mais attends, on attendait que ça. Évidemment. Donc c'est cool. Et puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué tout ça, mais c'était peut-être aussi important pour Tim Cook durant son règne de sortir. Enfin, ça peut être son iPhone. Son One More Thing, en quelque sorte. C'est ça qui est intéressant. On revient dans un instant. Je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Merci beaucoup pour ton récit, Damien. Tu restes là parce que, évidemment, l'actu évoque d'autres sujets. On va parler d'Amazon dans un instant, qui pourrait se lancer comme opérateur mobile. C'est la deuxième partie de quoi je me mêle. Vous restez avec nous, bien sûr, à la fois sur BFM Business, sur YouTube ou sur la chaîne Tech & Co. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.